La semaine de l'écho sur France 24, bienvenue à l'occasion du salon Vivatech, ici à Paris. Focus aujourd'hui sur la course à l'IA, l'intelligence artificielle. Cette semaine, une annonce n'est pas passée inaperçue, cet accord entre le français Mistral AI et l'américain Nvidia. On se demandera si l'Europe a une carte à jouer face aux géants chinois et américains. Talent, formation ou encore investissement. Est-ce déjà trop tard pour une souveraineté numérique en Europe ? Vaste programme. À mes côtés en plateau pour en parler, je salue Céline Antonin, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste à l'OFCE. Fabrice Epelboin est là également, entrepreneur, bonjour. Bonjour. Vous êtes également enseignant et expert des réseaux sociaux. Akima Berdouze, bonjour. Et là, fondatrice de Hope Valley AI, c'est une deep tech. La différence est importante, spécialisée dans le dépistage du cancer. Eh bien, je salue également Sylvie Roche, merci d'être là, directrice générale du CRIP, c'est le plus grand réseau, bonjour, francophone, des décideurs informatiques qui compte 14 000 membres. Merci à vous quatre en tout cas d'être là. On commence avec cette question. L'Europe a-t-elle les moyens de ses ambitions en matière d'intelligence artificielle ? Une chose est sûre, je vous le disais, il y a eu une annonce cette semaine, ce mariage entre Mistral AI et Nvidia. Il a été salué par Emmanuel Macron qui évoque un partenariat historique. La start-up française spécialiste des modèles d'intelligence artificielle va lancer une infrastructure de calcul équipée de puces construites par le leader américain. On écoute le patron d'Nvidia ainsi que le président français. Aujourd'hui, nous annonçons que nous allons construire ensemble un cloud d'IA pour fournir leurs modèles, ainsi que des applications d'IA pour l'écosystème d'autres startups d'IA, afin qu'ils puissent utiliser les modèles de Mistral ou tout autre modèle qu'ils souhaitent. Mistral et nous allons donc nous associer pour construire ici un cloud d'IA très important. Nous souhaitons coopérer avec les solutions chinoises, américaines, coréennes, etc. Mais nous voulons être sûrs de choisir cette coopération sans pour autant en dépendre. C'est très important pour nous, précisément parce que nous parlons de notre intelligence, de notre cerveau, de notre culture, de notre histoire. Nous voulons préserver cette diversité, ce niveau de diversité. Fabrice Epelboin, je vous voyais réagir pendant que le président français parlait. Oui, c'est assez drôle de parler d'un partenariat là où il s'agit juste d'acheter des puces à Nvidia. C'est juste un accord commercial. Et par ailleurs, parler de souveraineté numérique de la part du président de la République, qui en matière d'IA est quand même derrière l'affaire du Health Data Hub, qui a consisté à donner les données de santé des Français à l'intelligence artificielle de Microsoft, c'est quand même fort de café. Est-ce qu'il faut dire merci à Donald Trump, du coup, parce qu'on sait qu'Nvidia vendait ses puces notamment en Chine. Il faut trouver de nouveaux marchés. Moi, j'ai l'impression, effectivement, en tant qu'acteur, enfin start-up IA française, donc basée à La Rochelle, que effectivement, là, on fonctionne dans un monde où on parle, effectivement, le président de la République a parlé de coopération. Moi, je parle plutôt de coopétition, puisqu'effectivement, aujourd'hui, c'est vraiment une course contre la montre, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, en France, puisqu'on parle d'IA, l'IA, c'est d'abord des mathématiques. La France, c'est le champion du monde des mathématiques avec les US. On a encore une carte à jouer. Et il n'est pas trop tard, encore faut-il qu'on ait les moyens et les ressources pour aller aussi vite que nos compétiteurs, on va dire. Il faut en penser quoi de cet accord entre Nvidia et Mistral AI ? Moi, je pense qu'on peut plutôt s'en réjouir, surtout si on se souvient quand même que les puces, c'est un enjeu majeur. Alors, si on élargit un peu entre l'Europe et les États-Unis, mais aussi avec la Chine, et on sait par exemple que les États-Unis ne veulent pas justement, ont très peur que la Chine acquiert les puces les plus avancées du marché, en fait, et que justement, c'est tout un enjeu de compétition entre SMIC, en fait, justement, l'entreprise chinoise qui produit des puces et qui n'arrive pas à produire des puces aussi performantes, on va dire, et aussi petites en fait que les États-Unis, et que du coup il y a un vrai enjeu de souveraineté. Donc le fait qu'il y ait plutôt cette coordination ou compétition entre l'Europe et les États-Unis, ça me semble plutôt une bonne chose, parce qu'effectivement, moi ce que j'avais lu, c'est que les États-Unis, la Chine aurait 10 ans de retard sur les États-Unis à cause du fait justement qu'elle n'arrive pas à maintenir cette compétition. Sylvie Roche, bonne nouvelle ou pas du coup cet accord ? Je considère que c'est une bonne nouvelle. Maintenant, je rebondis sur les propos de formation et de compétences. Et là, je pense que le bât blesse et il y a quelque chose d'urgent à faire, notamment vis-à-vis des mathématiques. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que le niveau de mathématiques en France décline. Nous sommes, je crois, les derniers au niveau de l'Europe. Au niveau général CM1 et avant-dernier niveau 4e.
Donc il y a quelque chose à faire. D'une part, à ce niveau-là, donc faire monter le niveau d'excellence de nos jeunes enfants et démarrer les maths dès le plus jeune âge et de manière probablement différente de ce qui est fait aujourd'hui. Et je rajouterais le problème des femmes qui sont carrément inexistantes dans ce domaine. Oui, en mathématiques, c'est catastrophique. On a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps sur le niveau de mathématiques des très jeunes filles. Et il y a clairement un problème qui est d'ordre culturel. Si on va en Indonésie, on n'a absolument pas ce genre de choses. Où très clairement, il y a une incitation pour les jeunes filles à ne pas particulièrement faire d'efforts en mathématiques. Il y a un énorme problème culturel qui est très genré et assez français. L'Indonésie, ce n'est pas particulièrement un pays dans lequel les droits des femmes sont supérieurs à ce qu'on trouve en France, loin de là. Et pourtant, dans les écoles d'ingénieurs en Indonésie, vous avez un équilibre entre hommes et femmes. On a là-dessus un problème structurel, systémique, qui date et qui n'est pas prêt de se résoudre. Problème de formation. Un problème de formation. Alors je dirais qu'il concerne bien évidemment les mathématiques, notamment en France, pour toutes les raisons que vous avez évoquées. Il y a un problème plus large de formation à l'intelligence artificielle, par exemple, qui, je pense, doit être... Alors même si on peut réfléchir à la manière dont on inclut l'IA au sein des programmes de formation, mais il y a clairement plusieurs cercles, disons. Il y a un premier cercle de vraiment former les gens qui vont être les concepteurs futurs de l'IA. Il y a ensuite tous les managers qui, eux, ne vont pas directement faire l'IA, mais qui vont en tout cas se servir de l'IA. Et donc là aussi, il y a un besoin de formation. Et de manière générale, pour le citoyen en général, il faut aussi que l'IA irrigue les formations. Et de manière générale, il faut tripler le niveau de compétences justement dans ces filières, en tout cas sur l'IA. Donc il y a vraiment, il y a des besoins urgents et l'éducation initiale doit s'en emparer. La formation continue aussi, mais c'est vrai qu'au niveau initial, c'est crucial. Vous les sentez, ces problèmes de formation, vous ? Oui et non. Je vais être un peu... Parce qu'effectivement, la mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement, l'IA, c'est d'abord des mathématiques. Les modèles IA, c'est juste des modèles mathématiques qui sont utilisés de manière accélérée grâce aux puces des NVIDIA, etc. Mais en fait, moi, je suis matheuse. Donc, moi, j'ai fait de l'IA il y a 30 ans. Donc je faisais les mêmes modèles et puis je lançais le calcul et je revenais le lendemain pour voir si la machine, si ça a compilé, si ça a convergé. Malheureusement, effectivement, à 4 h du matin, le code a planté. Mais en fait, la seule différence entre il y a 30 ans et aujourd'hui, c'est juste, effectivement, c'est les calculs intensifs, c'est les moyens de calcul qui vont très vite. Et en fait, la bonne nouvelle, pour rebondir, c'est qu'effectivement, on est en France, et je le répète, on est les champions du monde en mathématiques. Et la problématique, effectivement, des jeunes filles qui disparaissent après, effectivement, elles sont majoritaires au lycée, dans les matières scientifiques, et puis elles disparaissent dans les filières d'excellence que sont les prépas, les grandes écoles d'ingénieurs, parce qu'il y a aussi cette notion de dire « Ah ben nous, les filles, on n'a pas la bosse des maths ». Je vous dis aujourd'hui, moi, je suis matheuse, je suis une fille, je suis une femme, il n'y a pas de bosse des maths, et les maths, c'est pas aussi compliqué que ça a l'air, et donc il y a un travail profond qui doit être mené. On a la chance que la France, c'est le pays des droits de l'homme et de la femme, mais aussi c'est le pays des maths. Et il faut qu'on reprenne cette puissance sur les maths. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Hope Valley AI, c'est une spin-off de l'INRIA. Aujourd'hui, l'INRIA, c'est le leader mondial des mathématiques et de l'intelligence artificielle. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui Meta, Google, tous veulent faire des labos communs avec l'INRIA, parce qu'aujourd'hui, la bibliothèque de référence en deep learning a été développée par l'INRIA. L'INRIA, c'est un organisme public français qui développe ça. Et donc, donc on est les champions. Il faut qu'on se fasse confiance et qu'on y aille, quoi. Il y a évidemment une dimension géopolitique, dimension énergétique également. Oui, alors les fameux superordinateurs qu'on est en train de construire au Mistral, qu'on construit un peu partout sur la planète, sont particulièrement consommateurs d'énergie, beaucoup plus que la précédente génération, celle du cloud. Et très concrètement, la facture à la fin du mois pour votre data center, c'est essentiellement d'énergie. Là-dessus, l'Europe n'a pas d'accès à l'énergie. On a la chance d'avoir un héritage qui a été certes saccagé, mais l'héritage du général de Gaulle qui nous donne le nucléaire et qui nous permet d'avoir une énergie non pas peu coûteuse, mais au coût prévisible. Je crois que la situation géopolitique actuelle nous montre que être dépendant des hydrocarbures, c'est être dépendant d'une incertitude, alors qu'effectivement le nucléaire est beaucoup plus stable. Malgré tout, vous traversez la Méditerranée et vous trouvez de l'énergie qui coûte 10-15 fois moins cher que l'énergie française. Et ça, c'est un avantage compétitif sur lequel on ne pourra absolument rien faire. Sylvie Roche. Sur le sujet de l'énergie, moi je reviens toujours au sujet de la souveraineté. Il y a des entreprises, aujourd'hui je crois que les infrastructures, ça représente, qui sont des boîtes françaises qui vendent de l'infrastructure informatique dans le monde, c'est 2,5%.
c'est rien, alors qu'on a des belles boîtes et on ne les connaît pas. Donc moi, j'encourage tous les acteurs de l'IT à rejoindre l'équipe de France du numérique qui a pour objectif justement de cartographier tous ces acteurs pour qu'ils soient plus visibles auprès des sociétés qui achètent la technologie. Et pourquoi aller acheter aux US ou en Asie alors qu'on a la technologie qui existe en France ? Est-ce qu'en Europe, les investisseurs, les chefs d'entreprise, les décideurs prennent lentement en compte l'urgence de bâtir une souveraineté numérique ? Est-ce que ça a été évidemment accéléré par les derniers mois qu'on a vécu aux États-Unis et la présence de Donald Trump à la Maison-Blanche ? Je dirais qu'il me semble que la réflexion est encore balbutiante. Et en fait, pour moi, un des problèmes justement de cette souveraineté technologique, donc qui est le fait de ne pas trop dépendre des autres pour à la fois nos approvisionnements et pour la manière dont on construit l'IA. En fait, en France, ce qu'on observe, c'est qu'on a plutôt une recherche de qualité. Donc la recherche en amont est plutôt très bonne sur l'IA, vous le disiez, avec de très bons scientifiques, ingénieurs, etc. Et en fait, ce qui pose problème, c'est que si vous descendez dans la chaîne de valeur d'amont vers l'aval, ce qu'on observe, c'est qu'en France, vous avez justement des fragilités. Donc vous avez des difficultés en matière de commercialisation. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis ou en Chine, vous avez une chaîne de valeur de l'IA qui est très intégrée en fait. Et globalement, vous allez vraiment d'amont en aval en ayant à la fois les fournisseurs, les producteurs et les applications. La chaîne est complète, quoi. La chaîne est complète. En Europe, ce qui se passe, c'est que vous avez des fragmentations. Donc on est bon sur l'amont, mais on a plus de mal sur l'aval. Et c'est ça qui crée des fragilités. Parce que par exemple, si vous êtes très bon dans la recherche, mais qu'ensuite vous avez aucun moyen finalement de créer des applications, à ce moment-là, vous ne créez pas de croissance, vous ne créez pas d'emploi, puisque ça part à l'étranger, la valeur peut être ajoutée, peut être captée à l'étranger. Et donc, je pense qu'on ne peut pas être bon sur tout, sur l'IA, mais il y a vraiment un certain nombre de choses sur lesquelles il faut être bon d'amont en aval, et c'est ça qui nous permet aussi d'avoir une certaine souveraineté. Et ça va prendre combien de temps de pouvoir compléter cette chaîne ici en Europe ? On n'a pas le temps d'attendre, en fait. Aujourd'hui, l'IA, ça va tellement vite, les technologies vont tellement vite, la compétition, et là, je vais parler de compétition directe, va tellement vite. Et c'est vrai, c'est un vrai souci aujourd'hui, effectivement, cette notion d'intégration, puisque effectivement, nous, en France et en Europe, de manière générale, on est très, très bon en amont. Et le problème, c'est effectivement ce passage vers de la recherche fondamentale, vers la recherche appliquée, vers la valorisation industrielle et entrepreneuriale, où là, le bas blesse notamment dans les ressources. Parce que, par exemple, aujourd'hui, on a de super ingénieurs, de super technologies qui prennent la poussière sur les étagères. Et pour pouvoir ramener des startups, moi, je peux le dire, je le vis en tant que start-upeuse de l'IA, pour aller ramener notre technologie de rupture, on a des brevets qui sont accordés monde. On est chez Ovalet AI, je le dis, on est français et on est les leaders mondiaux de la détection précoce des signaux faibles d'événements rares avec de l'IA et on a du mal à lever des fonds pour aller ramener, et ça va tellement vite. Et en fait, et on a eu des propositions de pays de dire, en fait, est-ce que ça vous dit de prendre un chèque et de racheter votre technologie parce que vous allez trop lentement, en fait. Et c'est ça la problématique qui nous manque. On a les ressources humaines, les ressources technologiques, les brevets, la matière grise, mais il manque de l'argent pour ces startups, en fait, au départ, pour pouvoir les ramener vers un marché, pour pouvoir les aider à accélérer. Mais heureusement, et je finis quand même sur une note positive. Aujourd'hui, nous, Ovalet AI, on produit, on avance parce qu'il y a BPI France. Ce sont des dispositifs exceptionnels. Mais en fait, ce qui manque aujourd'hui, c'est la partie suivante où on a des VC, des investisseurs qui doivent mettre de l'argent. Là où les Américains ou ailleurs mettent 100 millions, 10 millions, 1 milliard sur la table, là, nous, on est en train de négocier avec 1,5 million. Voilà. Donc, c'est pas viable. En fait. On n'est pas là dans la même cour. L'unité de valeur aujourd'hui dans l'IA, c'est plutôt le milliard. Les projets aux États-Unis, c'est comme Stargate, c'est 500 milliards. On a un projet aux Émirats qui se compte également en centaines de milliards. On n'a pas les moyens. Il faut être réaliste. On en est à chercher désespérément à économiser 40 milliards sur le budget de l'État. Personne ne va investir 1 milliard, peut-être sur Mistral, mais concrètement, c'est de l'argent qui va aller, on vient de le voir, chez Nvidia et donc aux États-Unis. Et pour partie chez EDF, tant mieux, mais pas dans du réel investissement. On fait passer pour un partenariat quelque chose qui est juste un achat. On n'a pas les moyens. Ce retard, il est irrattrapable ? Totalement irrattrapable. La Startup Nation, qui a commencé il y a une petite dizaine d'années, a consisté à vendre le pays aux GAFAM. On a aujourd'hui une palanquée de grandes marques françaises, que ce soit Orange, Thales, Dassault, qui sont des franchisés pour Amazon, Microsoft et Google. C'est fini, c'est plié. Totalement plié. Et c'est entériné. On se réveille vaguement depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, où tout d'un coup, la souveraineté numérique n'est plus un truc de facho. Mais c'est beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard.
D'accord avec l'analyse de Fabrice Epelbois? Alors, je suis un peu plus positive ou naïve, mais j'espère vraiment qu'il y a une prise de conscience et que le jeu collectif va payer. Je crois beaucoup en ce jeu collectif. Prise de conscience, oui, mais les moyens. Oui, mais enfin, si toutes les sociétés comme la vôtre sont déjà identifiées, elles ne sont pas connues. Souvent, c'est aussi un problème de marketing. Moi, je vois bien, je représente des sociétés du CAC 40, SBF 120, qui achètent des technologies. Mais souvent, le problème, c'est qu'elles ne connaissent pas les petites pépites françaises. Donc, il faut les faire connaître. Il y a un problème aussi de visibilité. La France vendue aux GAFAM, nous disait Fabrice Epelbois. Alors bon, on ne peut pas ignorer le fait qu'effectivement, les GAFAM sont vraiment dans une position dominante. Alors je pense que ça fait aussi appel à des questions de droit de la concurrence. On a totalement, quelque part, négligé justement le droit de la concurrence, qui était en fait un droit ancien, fondé sur le calcul des parts de marché, etc. Enfin, de façon très statique. Et on ne s'est pas du tout posé la question de qu'est-ce que c'est que, justement, les technologies numériques et est-ce qu'on peut continuer à appliquer, en fait, ces vieilles règles, on va dire, à une nouvelle technologie comme l'est entre autres l'IA. Alors je pense qu'il faut complètement le repenser. Il y a un très bon ouvrage de monsieur Richard Gilbert que je vous recommande justement sur repenser cette politique de concurrence en ayant en fait une vision beaucoup plus dynamique, donc voir par exemple tous les comportements de prédation des GAFAM qui peuvent avoir lieu et autres, et ne pas hésiter en fait à sanctionner les comportements qui doivent l'être. Donc les comportements de prédation, on parle des départs d'anciens ministres dans des startups IA, on parle de ministres ou d'anciens ministres dont les compagnes et compagnons travaillent pour les GAFAM. Enfin, mais là, il y a des conflits d'intérêts qui sont... Voilà, on va dire ça poliment, conflit d'intérêts. Il est avéré, il est connu de tous, il est juste glissé sous le tapis. Mais aujourd'hui, voilà, on paye le prix, pas prononcer le mot corruption, mais... Bah si, vous venez de le faire. Ça a un prix. Ça a un prix. Et il est clairement trop tard pour faire marche arrière. Je suis scientifique, forcément, par nature, je suis positive, optimiste. Et je pense qu'on a une carte à jouer. Rien n'est plié. Et en fait, notre carte de jouer, c'est plus maintenant de courir derrière l'IA actuelle, mais de préparer l'étape suivante, le quantique. L'IA quantique. Et là, on a une vraie carte à jouer. Et je pense que c'est là qu'il faut maintenant être focus et mettre les moyens. Surtout, aider, porter les pépites. Et il n'y a pas que Oval AI, il y en a pas mal. Il faut les aider et préparer le coup d'après. Un dernier mot avant de passer à la suite ? On passe à la suite. À l'occasion donc de ce salon Vivatech 2025, tout a été dit. Notre journaliste Farah Bouchrak a pu interviewer Stanislas Niok-Chateau. Il est le PDG de Doctolib, ce service de prise de rendez-vous en ligne destiné aux patients. Talent, IA au service des gens. Il balaie plusieurs sujets. On va l'écouter tout de suite. On est devenu probablement une des premières boîtes européennes, voire même mondiales, dans l'IA en santé, en créant des solutions pour les patients et les soignants. Et on n'est qu'au début de la révolution de l'IA. Donc elle n'est pas du tout perdue, cette bataille. Par contre, il faut que les chercheurs et les talents viennent travailler pour les boîtes européennes. Il faut qu'on se concentre pour mettre de l'IA au service des gens. Alors elle n'est pas perdue, mais comment on fait quand même pour faire en sorte que les talents résistent aux sirènes américaines et leurs gros salaires? Le sens. Donc nous, vous voyez, on a 900 ingénieurs et experts product managers aujourd'hui et qui travaillent chez nous parce que ils ont envie de changer le quotidien des soignants et des patients. Et donc ça a du sens. 2, parce que je pense qu'être en Europe, c'est aussi avoir une différente ambition, une différente éthique. Et aussi, c'est être maître de son destin. Et donc, plutôt qu'être perdu dans une boîte de 180 000 personnes, être dans une boîte entrepreneuriale comme nous, ça fait la différence. Mais en tout cas, vous hébergez vos données chez AWS, qui est une filiale d'Amazon, donc américaine. Comment on fait aujourd'hui pour réduire la dépendance aux services proposés par les Américains? Pour moi, on utilise tous des technologies qui sont américaines, chinoises, européennes. Aujourd'hui, on utilise Google, on utilise notre smartphone, on ouvre notre ordinateur. Et donc, on va continuer de le faire dans les années à venir. Par contre, ce qui compte, c'est d'avoir des entreprises qui sont en Europe, avec de l'emploi en Europe, avec des investissements en Europe, avec des talents européens, et puis avec des usages européens. Est-ce que si demain, on a un cloud européen, ou si on a une autre solution européenne, est-ce que vous la choisiriez? On ira demain matin, bien sûr. Toutes les solutions européennes qui sont meilleures que des solutions asiatiques ou américaines, on les prend demain matin. Nous, on est une boîte, vous savez, française, allemande, européenne. On était 4 il y a 11 ans, on est 3000 aujourd'hui. Et moi, je suis un entrepreneur français entre Paris et Berlin. Et donc, bien évidemment, que toutes les solutions européennes souveraines, on les prendrait. Sur ce cloud européen, justement, il existe déjà ?
Il existe depuis 15 ans. On a eu CloudWatt et Numergy, qui a consisté à déverser des centaines de millions sur SFR et Orange, qui se sont évaporés. Et puis maintenant, on a eu le cloud souverain, qui est devenu le cloud de confiance, qui consiste à transformer Thales, Orange et compagnie en franchisés des GAFAM. C'est ça, le cloud souverain. On a aussi une initiative européenne, dans laquelle on a fait rentrer Huawei et Palantir, excusez du peu. On n'est pas dans la souveraineté numérique européenne, là. Non, vraiment pas. Non, vraiment pas. Ouais. Je suis ravi que ça devienne un sujet. Moi, c'est quelque chose que je porte à bout de bras depuis 10 ans. Mais jusqu'à l'arrivée de Donald Trump, tout le monde s'en foutait. Il est, hélas, vraiment trop tard. Oui, alors, après ce constat un peu défaitiste... Non, mais je pense qu'il y a un certain nombre... Disons que l'arrivée de Donald Trump a eu au moins cet aspect positif que je pense qu'il nous a fait quand même un peu réagir. Alors après, est-ce que la réaction va être suivie d'effets massifs ? Bon, par exemple, typiquement, dans le rapport de la commission IA de l'année dernière, effectivement, les auteurs considéraient qu'il fallait 5 milliards d'euros déjà par an investis sur l'IA, en fait. Donc, qu'il fallait tripler les investissements, en fait. Donc, est-ce que déjà on a ces moyens quand on sait le déficit budgétaire, quand on sait les débats budgétaires qu'on peut avoir. Bon, par ailleurs, je ne sais pas, pour rappeler un chiffre, on a des entreprises américaines qui investissent 6 fois plus en R&D, justement, sur les technologies de l'information et de la communication qu'en France. Donc, je pense que toutes ces questions de financement, à la fin, ça fait effectivement une différence. Si on veut se mettre les moyens, si on en fait une priorité nationale, après tout, en matière de politique industrielle, on n'est pas plus idiot que nos voisins, et je veux dire, et on peut, même si on a du retard, même si on peut effectivement miser sur l'avenir et sur le quantique, comme vous disiez, par exemple. Mais après, c'est une question de volonté aussi, politique, et je suis pas sûre que forcément le constat soit suivi des faits. C'est un peu ma crainte. Moi, je crois fondamentalement, je crois en l'Europe et je crois en la souveraineté européenne et je crois en la possibilité d'y aller ensemble au niveau européen pour créer cette souveraineté et faire face effectivement aux GAFAM, aux États-Unis, enfin aux GAFAM, etc. Il peut vraiment y avoir une unité européenne sur ce sujet. Nos voisins achètent des F-35 plutôt que des Rafales. Non, mais honnêtement, en tant que chercheur, donc il y a cet écosystème de la recherche parce qu'en fait, au départ, quand on parle d'IA, d'abord, c'est un peu comme Internet, c'est parti dans les laboratoires de recherche. Et en fait, il faut savoir aujourd'hui, toute l'innovation dont on parle aujourd'hui, l'IA, voilà, donc les robots, etc., tout ça, c'est parti de la recherche. Et donc, moi, je crois fondamentalement à ce positionnement des chercheurs de l'écosystème de la recherche au niveau européen, parce qu'il existe et il est puissant. Et cette volonté aujourd'hui, au niveau politique européen, de la Commission européenne, des pays européens, de la France, l'Allemagne, qui portent ce leadership au niveau européen, d'aller vers ce cloud de confiance. D'ailleurs, nous, aujourd'hui, chez Ovalet AI... Confiance n'étant pas souveraineté. Le cloud de confiance, c'est Amazon et Microsoft. Hein. Moi, je parle aujourd'hui, par exemple, moi, je vous donne mon expérience. Non, vous êtes chez Scaleway, c'est bravo. Au-delà de Scaleway, qui sont effectivement français, mais nous, aujourd'hui, tous nos modèles, on travaille beaucoup avec le cloud Gency, donc le grand équipementier national pour le calcul intensif, qui est basé à l'Université d'Orsay. Et donc, et ça, pour le coup, c'est souverain. Et donc là, pour nous, on a fait ce choix-là, puisqu'on est effectivement une deep tech sur l'onconumérique, donc sur le cancer. Donc, on traite de l'IA sur des modèles des données de santé, notamment des données sensibles. Et pour nous, il était hors de question, dès le premier jour, de mettre nos données... Oui, non, parce que c'est aussi une question qui émerge. Parce que une des problématiques de la souveraineté, c'est aussi ça. C'est-à-dire que maintenant, les données, c'est de l'or, en fait. Enfin, je veux dire, c'est de l'or... mais vous représentez parfaitement l'occasion, pas encore manquée, de souveraineté. Mais très concrètement, les données de santé, on les a données à Microsoft. C'est l'affaire du Health Data Hub. Dans les différences la plus générale, parce que Donald Trump n'était pas encore là à l'époque, mais personne ne s'est soucié de ce scandale à l'époque. Alors, vous êtes on ne peut mieux placé pour voir à quel point c'est une gabegie. Après, moi, en tant que scientifique et chercheur, on fonctionne beaucoup ce qu'on appelle l'open innovation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, dans la partie prématuration pour développer nos algorithmes d'IA, en fait, on s'est appuyé sur des données accessibles à la recherche publique dans le monde entier, en fait. Et donc, c'est pour ça, quand on parle tout à l'heure de l'amont du monde de la recherche, où on est très bon, où ça fonctionne super bien, et qui est complètement différent du monde du business. Comment on va là? Mais en fait, aujourd'hui, il y a quand même... Moi, je reste quand même assez positive, assez confiante. Et c'est peut-être aussi mon côté d'optimiste de chercheur, mais je crois fondamentalement qu'on a la possibilité. Il n'est jamais trop tard. Moi, ça, dans la science, dans la technologie, il n'est jamais trop tard. Encore faut-il se donner les moyens et y aller. Je vous rejoins. En revanche, sur la partie souveraineté européenne, j'ai quand même plus de craintes. Se mettre tous d'accord. À l'unanimité. À l'unanimité, 27. Et demain, une boîte française qui va choisir une technologie polonaise.
Autant je pense qu'il y a une vraie prise de conscience, cette idée de fédérer toutes ces boîtes françaises et d'y aller, s'il y a des incitations aussi, pourquoi pas mettre des incitations dans les RFP. Il y a plein de choses à faire pour inciter le marché français à consommer français. Les pouvoirs publics ont un vrai rôle à jouer. Bien sûr, mais sur l'Europe... D'ailleurs, oui, je me permets de souligner la contradiction à parler de souveraineté européenne, puisqu'a priori, l'Europe n'est pas une entité souveraine. Ça reste des pays, donc effectivement, ça évite que vous... Et puis, si ça existait, nos voisins n'achèteraient pas des F-35, ils achèteraient des Rafales. Alors, vous faites le lien entre la défense et... surtout sur l'IA, vraiment. S'il y a un secteur qui arrive à récupérer de l'investissement en France aujourd'hui, c'est bien l'IA à destination militaire. Là-dessus, il n'y a pas trop de problème pour lever des fonds. Mais la réalité, c'est qu'au niveau européen, effectivement, il n'y a absolument aucune forme de souveraineté. L'essentiel de l'armement qui est acheté en Europe, il est américain. Et c'est très significatif sur le fait que la souveraineté européenne, c'est un slogan marketing pour politique. Ça n'est pas une réalité. Puis il y a la guerre des talents. Est-ce que l'Europe est aujourd'hui en train de la perdre face à la Chine, face aux États-Unis ? C'est comme le reste. Un talent, notamment en matière d'IA aux États-Unis, ça va chercher quoi ? 1 million par an, plus des stock options ? Quelle est la différence avec les salaires ici en France ? 150 ? Donc x6 7 x7 plus les stock options. Donc potentiellement, le salaire est négligeable par rapport aux stock options. Si vous tombez sur la bonne start-up, le salaire est absolument négligeable. La différence entre 150 et 1 million, c'est rien du tout par rapport à la valorisation de vos stock options. Et si vous prenez un chercheur, on va dire lambda, dans une université, ne serait-ce qu'en mathématiques, par exemple, entre une université française ou américaine, on l'a vu quand il y a eu cette tentative de faire arriver des chercheurs américains. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Et puis là encore, c'est, quand effectivement on a vu les salaires qui étaient annoncés pour rapatrier des chercheurs, on s'est dit... L'appel de Macron pour rapatrier des chercheurs, on l'a vu à Sciences Po, on a récupéré des sociologues. C'est pas ça qui va faire la différence en termes d'innovation. Je reste quand même positive en disant que l'Europe... C'est le mot d'ordre de la journée. Je vais vous dire, l'innovation, en fait, c'est les gens de mon écosystème, les chercheurs, les entreprises, d'autant plus que les entreprises, les startups sont d'abord des startups technologiques, ce qu'on appelle la deep tech technologique, parce qu'en fait, c'est plus les services, c'est plus les softwares, etc. C'est vraiment des technologies innovantes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on trouve justement ces startups sont portées d'abord par des chercheurs, des scientifiques. Et ces gens-là, en fait, ils sont pas là pour l'argent. Et généralement, surtout en France, et quand ils se lancent, effectivement, parce qu'ils c'est tout le problème, surtout en France. Le PDG de Doctolib nous parlait de sens tout à l'heure. Lui, il apporte l'argent. Non, mais c'est vraiment important aujourd'hui pour pouvoir... Et c'est vrai, par exemple, un chercheur, effectivement, en France, mais en fait, on sait qu'on touchait pas bien, enfin, qu'on touche pas bien. Je peux vous en parler, oui, j'en fais voilà, mais en fait, c'est vrai, et si on voulait gagner de l'argent, par exemple, moi, je suis matheuse, j'aurais pu être trader. Effectivement, je gagnerais des millions. Mais non, j'ai fait de la recherche. Même en faisant de la recherche, moi, je gagnerais 5 fois plus en étant aux États-Unis. Bien sûr. Mais bon, voilà. Mais il y a autre chose. Il y a quand même cette notion de service public qui est importante. Voilà, il y a d'autres valeurs et ce sens. Et moi, je suis d'accord avec le patron de Doctolib quand il dit, effectivement, il y a ce sens. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous, on est partis à La Rochelle, parce qu'effectivement, en fait, les talents, notamment les jeunes filles, les ingénieurs filles, jeunes filles, ne veulent plus rester dans la région parisienne parce qu'elles cherchent ce sens d'équilibre vie professionnelle, vie familiale. D'ailleurs, on a fait le choix d'aller à La Rochelle parce que, il y a une super université, il y a de superbes écoles d'ingénieurs et c'est un environnement, on est juste sur le vieux port et ça nous permet d'attirer les meilleurs talents pour pouvoir y aller. Donc, il y a effectivement cette notion, bien sûr, de reconnaissance, de stock option, etc. Mais c'est au-delà de ça, c'est ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Par exemple, nous, aujourd'hui, on se bat contre le cancer et en particulier le cancer du sein pour aller le détecter 5 ans avant qu'il se produise pour sauver des vies. Et bien ça vous fait réveiller le matin, ça vous fait bosser jusqu'à minuit, ça vous fait vous battre. Mais non, c'est normal, on a besoin d'argent. Et pour aller l'argent, et c'est là où le bas blesse, en fait. Je me souviens d'un grand investisseur américain qui me racontait les avantages de la Silicon Valley par rapport à tout un tas d'autres endroits. Et il me disait, c'est bien simple, à San Francisco, il y a une plage, mais on ne peut pas se baigner, et il n'y a pas de filles. Donc les gens qui vont à San Francisco travaillent. Alors c'est sûr que l'équilibre entre vie privée, tout ça c'est très bien, mais en face de nous, on a des gens qui travaillent 80 heures par semaine jusqu'à en mourir. Beaucoup ne tiennent pas le choc, mais ceux qui passent ce cap, effectivement, produisent une innovation qu'on est absolument incapable de faire.
Akima Bernouz, vous parlez des jeunes talents à aller chercher. Vous ouvrez notamment un congrès lundi et mardi pour aller justement parler aux élèves de 4e, de 5e, c'est ça? Oui, alors c'est un salon professionnel donc, qui a vocation à mettre des praticiens en face de fournisseurs de technologie. Donc tous ceux qui sont français auront un drapeau français sur leur stand. C'est ma première petite étape. En revanche, le constat que j'ai dans le CRIP, dont je m'occupe depuis maintenant 13 ans, c'est qu'il n'y a pas de femmes. C'est-à-dire 14 000 membres, 12% de femmes, et si ce sont des managers, 8%. Et ça n'évolue pas, ça ne change pas, c'est toujours le même chiffre. Donc, ce que je demande à mes membres, c'est d'aller chercher des jeunes filles et des jeunes garçons en stage de 3e et de leur faire découvrir les métiers du numérique. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir organiser un partenariat avec le rectorat de Paris, et je les remercie. Il y a 100 petits collégiens, donc des 5e et des 4e, qui vont venir dans le salon, et à qui on organise des mini-universités pour leur faire découvrir les métiers du numérique, mais de manière extrêmement, justement, pas pédagogique, ludique. Donc, avec un dessin animé qui explique ce qu'est un système d'information, parce qu'ils ont tous un téléphone à la main, mais comment ça marche, aucune idée. Et puis après, ils vont avoir une séquence Vie ma vie, où ils vont voir des profils inspirants. Je vous aurais connu avant, je vous serais fait venir parce que vous êtes le parfait rôle modèle de femme dans le numérique et dans la deep tech. Bon, bah, les présentations sont faites. Voilà, pour l'année prochaine. C'est encore possible. C'est encore possible. Et ensuite, on leur a organisé un memory game. Ils vont avoir des cartes avec tous les grands métiers de l'informatique, et ils vont être obligés d'aller chercher la deuxième carte sur le salon. Et il va y avoir des prix, on va les faire manger. Enfin, bon, il y a un petit côté festif aussi. Et donc, on va faire découvrir le monde de l'informatique à une centaine de jeunes. Ouais. Oui. Et j'aimerais bien dupliquer, comme j'organise beaucoup d'événements en région, dupliquer ce format en région, parce que moi, j'y crois pas. Faire venir les professionnels dans les écoles, ça marche pas. Ils sont dans leur petite routine, leur cocon d'école, ils écoutent pas. Alors un autre format. Voilà, c'est ça. Là aussi, on a un décalage culturel qui est spectaculaire. On est en train de construire un modèle fantasmé de société. Station F est un merveilleux exemple. Alors qu'en face, on a des Chinois ou des Américains maintenant, depuis Trump, qui se foutent royalement que vous soyez un homme, une femme, noir, blanc, bleu. Ils veulent les meilleurs. Peu importe le reste. Évidemment, mathématiquement, en termes de performance, ça fait une grosse différence. Céline Antonin. Oui, et alors par ailleurs, je pense que, on parlait des rémunérations, tout ça, je suis d'accord avec vous, ce sont des métiers passion, la recherche, etc. Mais ça ne peut pas être que ça, c'est-à-dire que quand même la rémunération, à un moment donné, il faut aussi qu'on se pose la question de la rémunération des chercheurs. Alors peut-être qu'il faut ne garder que ces filières deviennent peut-être plus sélectives, on a peut-être un peu trop généralisé, j'allais dire, l'octroi de certains diplômes, mais il faut que ça soit sélectif, mais que vraiment ensuite les chercheurs soient bien payés, parce que effectivement, il y a quand même une compétition internationale qui fait que vous ne pouvez pas aujourd'hui être attractif. La preuve, c'est que quand on veut attirer des chercheurs américains, on leur propose 10 fois plus ou 15 fois plus que les chercheurs français. Donc, je veux dire, voilà. Et si on n'investit pas, à mon avis, sur la recherche, l'IA et les industries du futur, effectivement, on peut parler, on peut faire beaucoup de vœux pieux, mais je pense que l'argent est quand même le nerf de la guerre. Oui, mais justement, alors on parle des chercheurs, mais moi, je parle plus basiquement de tous ceux qui vont travailler dans les services informatiques des sociétés françaises. Et là, déjà, il y a pénurie des talents. Oui. Alors après, moi, je parlais quand même des talents qui vont permettre de faire avancer la frontière technologique. J'entends bien. L'entreprise produit sa valeur et ensuite elle pourra rémunérer. Mais les petits collégiens d'aujourd'hui vont devenir les collaborateurs des boîtes du CAC 40 et ils ne vont pas vers ces métiers. C'est ce que je disais au départ, c'est qu'au contraire, il faut vraiment les irriguer dès le plus jeune âge, dès la maternelle. Et alors c'est pareil, on me dit oui, mais alors il ne faut pas qu'ils utilisent l'IA. Mais si, il faut qu'à l'école, on leur montre comment utiliser une IA éthique. Les Émirats ont introduit 2 mesures dans les semaines qui viennent de se passer. La première, c'est que la version premium de ChatGPT est disponible gratuitement pour tous les résidents, pas que les nationaux. Vraiment, tous les résidents des Émirats ont
auront accès à la version premium. La deuxième, c'est qu'ils commencent les cours d'intelligence artificielle dès la maternelle. Bien sûr. Et c'est vrai que s'il y a un point, tout à l'heure, vous parlez de sélectivité dans la recherche, c'est déjà sélectif, en fait. Oui, je sais. Voilà, donc il faut savoir, voilà, donc c'est déjà les chercheurs aujourd'hui, il faut savoir aujourd'hui, quand vous allez au MIT, c'est plus une sélectivité entre les domaines de recherche, en réalité. Dans les universités. Aujourd'hui, quand vous allez voir, par exemple, dans les masters, les doctorats dans les universités américaines de top niveau, donc en fait, vous trouvez que des Français, ou des gens qui ont des... Il faut savoir qu'on est en France, on a un diplôme. Mais vous avez intérêt maintenant à partir aux États-Unis à revenir ensuite, puisque vous êtes mieux payé. Donc, nous, on lance notre filiale américaine à la fin de l'année, parce qu'en fait, pour nous, ça va être plus rapide, et on nous a déroulé le tapis rouge, mais en fait, on veut rester quand même français à La Rochelle, et on se bat pour pouvoir défendre ce made in France. Mais n'empêche, ce que je vous dis aujourd'hui, toutes les startups américaines, vous trouvez plein d'ingénieurs français. Donc c'est bien logique. Donc si vous voulez éviter cet exode des cerveaux, il faut quand même aussi de quoi les retenir. Donc il faut quand même les payer aussi pour qu'ils puissent avoir envie de rester en France. Parce que malheureusement, sinon c'est l'exode effectivement des cerveaux. Je suis d'accord, effectivement, il y a un vrai souci au niveau moi je peux vous dire, j'ai fait une école d'ingénieur et il y a la moitié de ma promotion qui est partie aux États-Unis. Donc tout à fait. Néanmoins, effectivement, il y a cette notion de revalorisation de la recherche, de l'innovation. Ça, c'est vraiment très important, c'est capital, parce qu'effectivement, ça, je suis d'accord. Et même au-delà de ça, c'est de faire aujourd'hui, par exemple, sur des filières hyper sexy, je dis c'est sexy, par exemple, où tout le monde vient, mais au fait, après, une fois que vous avez votre doctorat, votre thèse, vous devez faire 6, 7, 8 post-doc en attendant d'avoir un petit poste qui s'ouvre dans la recherche publique. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, c'est vraiment, il y a déjà aujourd'hui, et ces gens-là, finalement, ils vont rester là où ils vont faire leur post-doc. Donc, aux États-Unis, généralement, mieux payés. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'innovation, on a la chance. Et moi, je dis, et je le répète, on est les champions du monde des mathématiques. On a les meilleurs ingénieurs français. Et au monde, et ces ingénieurs, on les trouve partout. Et on a une vraie carte à jouer. Mais ce qui nous manque, justement, c'est ce passage entre l'innovation dans les laboratoires de la recherche vers l'entrepreneuriat, vers l'industrie. On a encore une carte à jouer. Et pour aller tout à l'heure, effectivement, des femmes dans le monde des startups, nous, Startup IA, nous les femmes, 1% des startups IA, c'est 1% porté par des femmes. Et sachez que je ne suis pas unique, un événement rare. J'en connais plein de startups IA portées par des femmes, fondées par des chercheurs, mais on ne les voit pas, on n'est pas visible. Et sont en train de courir. Rejoignez l'équipe de France du numérique. Voilà, et c'est important. Et l'innovation de demain se fait aujourd'hui. Et effectivement, c'est important Mistral AI, c'est important d'autres grands, mais c'est encore plus important les petits startups qui sont là en bas et qui ont besoin de pouvoir grossir et grandir aussi. Donc d'où la nécessité aussi de financement à des moments cruciaux de la vie de l'entreprise. Mais ça, c'est en fait, on retrouve un problème qu'on connaissait avant l'IA, qui est vraiment aussi la problématique du financement et d'entreprises qui n'arrivent pas à croître en Europe par rapport aux États-Unis, en fait, qui ont beaucoup plus de mal parce que le capital risque, etc., sont moins développés, les mécanismes de financement sont moins développés. Donc là encore, il y a une question à se poser, comment on fait pour drainer aussi l'épargne vers des entreprises comme la vôtre, à fort effet de levier. Et surtout, comment rendre ces entreprises plus visibles. C'est ça aussi l'enjeu. Très concrètement, les Américains n'ont aucun problème de visibilité sur les entreprises françaises. Ils font leur shopping régulièrement. Il n'y a pas de problème de visibilité. Ici en France, je suis convaincu que votre entreprise est déjà repérée par une demi-douzaine de fonds d'investissement sur la Silicon Valley. Il n'y a aucun problème de visibilité. Il faudrait être financé aussi un peu par localement. Mais avec quel argent ? Parce que l'épargne, par exemple, pourrait être un peu mieux allouée. Je veux dire, on a des soucis d'allocation de l'épargne en Europe, de manière générale. Donc, je veux dire, on pour l'instant, à croire les récentes déclarations de la ministre du Budget, l'épargne va plutôt être fonctionnée pour combler la dette. On en est là. Vous n'avez jamais été tenté de franchir le pas. C'est une réalité économique avec laquelle il faut faire. En augmentant les impôts, par exemple. Mais je veux dire, sinon, c'est vrai qu'on pourrait... On est déjà au top du top de l'OCDE en matière d'impôts. Ah oui, mais je suis bien d'accord. Moi, je plaide pas pour une augmentation des impôts. Je plaide pour que l'épargne, effectivement, ne soit pas dormante et puisse être allouée à des financements, justement, de projets et autres. Et ça, on a du mal à le faire en Europe, de manière générale. Akima Berdouz, vous n'avez jamais été tenté de franchir le pas, malgré les tapis rouges qui vous ont été déroulés aux États-Unis. Mais de déménager toute l'entreprise, là vous ouvrez une filiale. Une filiale, mais en fait il faut savoir juste avant, parce que Hope, effectivement nous on existe depuis 1 an à La Rochelle, mais en fait il y a eu 3 années et demie de maturation technologique Deep Tech, c'est pour ça qu'on est labellisé Deep Tech par BPI France, et au moment juste avant la création, j'ai eu une proposition de dire laissez tomber la France, venez vous créez vos startups aux États-Unis et puis on vous finance, et c'est vrai qu'à certains moments quand on se dit ça, et puis ils ont utilisé le terme, moi j'ai découvert ce terme, ici on a le Candy Shop. Voilà, on a une boutique à bonbons, venez vous. On vient faire son shopping en France. On finance la R&D des Américains je suis pas avec du crédit impôt recherche. C'est pour ça c'est important. Pour qu'ensuite les Américains viennent faire leur shopping. Oui, mais ils en vont pas. Et c'est ça ce qui est important. Tout à l'heure je disais, c'est vrai l'argent, les ressources c'est important. Mais pourquoi
on n'est pas parti aux États-Unis. Bien sûr, on va créer une filiale, donc on va renforcer la start-up française à l'international, mais ce ne sera pas une start-up américaine qui va venir... Si Andreessen Horowitz vous propose 100 millions demain à condition de monter une société américaine... Mais aujourd'hui, moi, je garde l'espoir. On est hope. Donc voilà, donc je ne peux pas ne pas garder l'espoir. Je garde l'espoir qu'effectivement, on va avancer, qu'on va avoir des fonds d'investissement éthiques. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a une chose. Aujourd'hui, effectivement, nous, on lance notre levée de fonds. Bon, on cherche à lever que 4,5 millions, voilà, par rapport aux Américains qui lèvent 10. Notre concurrent équivalent a levé 300 millions d'euros, de dollars, il n'y a pas longtemps. Nous, on court derrière 4,5 millions. Voilà. On ne peut plus parlant. Voilà. Et là, en fait, nous, on croit quand même qu'on peut y arriver. Sachant qu'il y a une chose, c'est que l'IA, en fait, nous, aujourd'hui, on est une petite équipe et on a beaucoup de matières grises et très peu de bras. Et ça, c'est aussi possible grâce à l'IA, en fait. Il faut savoir aussi, parce qu'on a automatisé les process, on n'a plus besoin de recruter 100 000 personnes. Donc, on n'a besoin que de 5 A-players, comme dirait Steve Jobs. Et on peut aller plus vite. Et donc, c'est ça la chance qu'on a, qu'on peut faire beaucoup de choses avec des moyens plus faibles. Merci beaucoup, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous quatre d'y avoir participé. Merci. Merci à vous, vous restez avec nous. L'information continue en direct sur France 24.